Bonjour à tous, je ne sais pas si ça fonctionne. Est-ce que vous m'entendez? Je vais regarder les commentaires. Ça fait juste 5 minutes que j'essaye de lancer la vidéo et j'avoue que c'est pas ultra rapide. Allez, on attend, ça commence à se connecter. Bonjour à tous. J'ai un petit peu de retard, comme je disais, ça fait 5 minutes que j'essaye de lancer la vidéo. Il s'avère qu'en termes de fonctionnement, Facebook marche quand il a envie. Et ce soir, il avait envie de m'embêter. Alors, bonsoir Angélique. Merci d'être là. On va attendre encore quelques petites minutes avant que tout le monde se connecte. Voilà, ça fonctionne. Tac. Merci Virginie de me dire que c'est parfait. Tout fonctionne, tant mieux. Le son a l'air bon aussi. Impeccable. Allez, on va encore attendre 2 petites minutes et après on va savoir comment on utilise un pendule et comment surtout on met vraiment au point toutes les techniques en termes de radiesthésie. Allez, on va attendre encore 5 minutes. Et ensuite, on va attaquer. Bonsoir Fanny. Bonsoir Sophie. Bon. Allez, on va commencer tout doucement. Comme en formation, quand on attaque, les autres personnes vont arriver. Alors aujourd'hui, le thème, c'est l'utilisation du pendule et la radiesthésie. Donc je vous rappelle que la radiesthésie, c'est de la recherche d'informations, à ne pas confondre avec le magnétisme, car le magnétisme, là, on envoie de l'énergie pour apporter des mesures de correction au niveau énergétique sur la personne. Dans la radiesthésie, on recherche que de l'information. Et la recherche d'information, ça peut être une multitude de choses, on fera le tour tout à l'heure, et on utilise un instrument qu'on appelle le pendule, mais on peut utiliser également des baguettes, soit des baguettes en Y, comme on utilise pour chercher de l'eau, de la recherche d'eau, c'est bien de la radiesthésie, soit des baguettes en L, qui vont nous permettre également, parce qu'elles vont tourner dans la main, je vous l'expliquerai mieux, de pouvoir aussi rechercher de l'information. Il y en a qui l'utilisent pour faire des bilans énergétiques. Pour ma part, moi, j'utilise le pendule pour faire un bilan. Et puis, il y a des personnes qui utilisent également les baguettes en L pour chercher de l'eau aussi. Alors, on en est où? Hop, bon. La bourboule, dis donc. Merci, en tout cas, d'être là. Allez, alors on va attaquer. Certaines utilisent déjà le pendule. On va refixer les règles pour bien comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est vraiment le but de ce webinaire, c'est de démarrer de zéro. Ça va durer à peu près 1 heure. Et lorsqu'on va démarrer de zéro, on va voir toutes les différentes étapes. Parce que la radiesthésie, l'utilisation du pendule, c'est un peu aussi comme le tennis ou comme le golf. Si on attaque seul, on peut prendre des défauts. Et quand on a des défauts, ben parfois, ça évite de progresser, ça bloque la progression, on va être plus long et puis on peut s'agacer. Alors il faut savoir que la radiesthésie, c'est quelque chose qu'il faut faire quand on est plutôt calme et plutôt posé. Si on s'agace après un pendule, là, ce n'est pas nécessaire de faire la radiesthésie, il faut mieux poser le pendule et reprendre après. Alors, première chose, comment ça fonctionne? Donc déjà, je vais expliquer le fonctionnement de la radiesthésie. C'est de la recherche d'informations, comme je vous ai dit, mais c'est ce qu'on appelle également de la physique micro-vibratoire. C'est-à-dire que lorsque vous émettez une intention, vous émettez une fréquence qu'on appelle en jargon une onde pensée. En radiesthésie, vous allez toujours vous poser une question quand vous utilisez un pendule. Après, on reviendra dessus plus en détail. Quand vous vous posez une question, vous émettez cette fréquence. Alors c'est inconscient, donc la question forcément vous la posez consciemment, mais l'émission de cette fréquence est inconsciente. Donc cette onde pensée, cette fréquence, va aller jusqu'à l'objet où la personne concernée va rentrer en résonance et va revenir. Et comme ça suit des rayonnements électromagnétiques, ça va à la vitesse de la lumière. Donc il est possible de faire une recherche à côté, pour par exemple chercher un bijou, on verra tout à l'heure si vous avez perdu un bijou dans votre maison. Le bijou, forcément, il est à quelques mètres de vous, quelques dizaines de mètres au maximum, mais il est également possible de faire de la recherche d'informations à l'autre bout du monde, car l'information circule à la vitesse de la lumière.
Donc, lorsque vous émettez cette onde pensée et que cette onde pensée vous revient, eh ben, à partir de là, ça va déclencher chez vous un mouvement neuromusculaire inconscient. Ce que j'appelle un mouvement neuromusculaire inconscient, c'est simplement un tout petit mouvement de votre main, de votre poignet, que vous ne ressentez pas, que vous ne voyez pas, et vous avez besoin d'un outil pour pouvoir interpréter ce mouvement. Et l'outil qu'on va utiliser, c'est le pendule. Donc ce mouvement neuromusculaire très infime qu'on ne voit pas au niveau de votre main va être amplifié par un objet qui en quelque sorte tient en équilibre dans votre main, un pendule ou des baguettes. Lorsque vous avez un pendule dans la main, eh ben, le pendule ne bougera jamais seul. Ça, on va refaire un point dessus. Eh ben, lorsque vous recevez cette fréquence, vous allez voir que le pendule va se mettre à bouger. En fait, c'est votre main avec un petit mouvement inconscient qui va faire bouger le pendule. Et bien sûr, il est très important, lorsque vous faites de la radiesthésie, de connaître ce qu'on appelle votre convention mentale. Parce que avoir un mouvement du pendule, ça n'a pas une grande importance. Ce qui est très important, c'est de pouvoir interpréter ce mouvement. Et pour chacun, chacune d'entre vous, eh ben, c'est ce mouvement-là est propre à vous. Et il y aura des mouvements qui vont dire oui, des mouvements qui vont dire non. Enfin, un mouvement qui va dire oui, un mouvement qui va dire non. Quand je dis des, c'est parce que chacun n'aura pas les mêmes. Hein. Bon, entre tous, vous aurez des mouvements oui, des mouvements non. Mais pour chacun, pour soi-même, on aura un mouvement oui, un mouvement non, et un mouvement qui va dire je ne reçois pas l'information. Et ça, on appelle ça une convention mentale. Alors c'est vrai que quand vous lisez des bouquins, quand vous regardez des tutos, eh ben, il faut toujours établir sa convention mentale, et ça, c'est la base. Sans convention mentale et sans qu'elle soit claire chez vous, ce n'est pas la peine d'utiliser un pendule. Après, on verra qu'on peut utiliser un pendule également sur tout ce qui est cadran. Dans ce cas-là, c'est un demi-cercle, j'en ai emmené un pour vous montrer. Le pendule ira se caler directement sur la graduation correspondant à la bonne réponse. Mais généralement, on peut utiliser un pendule sans cadran également. Donc là, vous aurez une réponse par oui ou par non. Et il est très important, et ça le verra plus tard, que la question soit fermée, c'est-à-dire que la réponse soit oui ou soit non. C'est super important parce que si la réponse est une multitude de possibilités, vous n'aurez pas de mouvement du pendule, car vous n'aurez pas une réponse par oui ou par non, sachant que ça peut être plein de choses. Voilà. Donc dans ce cas-là, on peut utiliser un cadran. Alors, première chose, pour ceux qui n'ont jamais utilisé un pendule, ce que je vais faire en formation, c'est que je fais faire des petits mouvements, et vous avez certainement déjà utilisé un petit document comme ça. Donc pour les personnes qui ne maîtrisent pas du tout le pendule, pour les autres ça ne va pas durer longtemps, ne vous inquiétez pas, c'est très important de pouvoir prendre la mesure et la sensation d'un mouvement neuromusculaire. Parce que faire tourner un pendule, c'est très simple. Je prends mon pendule et là je le fais tourner. Comme je dis en formation, si vous n'avez pas fait un AVC dans les 2 derniers mois, tout le monde peut faire tourner un pendule. Maintenant, faire tourner un pendule sans donner un mouvement volontaire, là c'est plus compliqué. Et pour activer justement ce petit mouvement, on utilise des petites, on va dire, des traits et des spirales. Alors comment ça fonctionne ? J'enlève ça, je regarde, voilà. J'ai mis un plan plus large pour que tout le monde puisse bien voir. Et bien tout simplement, en prenant votre pendule, vous positionnez votre pendule sur une spirale, et là vous ne pensez plus à rien. Vous laissez tout simplement vos yeux regarder la spirale, et vous suivez la spirale avec les yeux. Et vous verrez que tout doucement, votre pendule va se mettre à tourner dans le sens de la spirale. C'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable, c'est que vous ne donnez pas l'ordre consciemment au pendule de tourner. Vous voyez que le pendule se met à tourner, c'est bien moi, je le redis, qui le fait tourner, mais ce n'est pas moi qui le lance. Et ça, c'est un mouvement neuromusculaire inconscient. Et en radiesthésie, eh ben, grâce à une convention, grâce à des questions, on va activer ce principe de mouvement neuromusculaire inconscient qui vous permettra d'avoir des mouvements pendules et surtout vous permettra d'avoir des réponses. Voilà comment fonctionne la radiesthésie de manière très simple. Donc c'est de la physique microvibratoire, vous envoyez des fréquences, ces ondes pensées vont aller jusqu'à l'objet ou la personne concernée, rentrer en résonance, revenir au niveau de votre main, de votre poignet, et automatiquement activer
un mouvement neuromusculaire qui va donner donc un mouvement au pendule. Voilà, tout simplement le fonctionnement de la radiesthésie. Alors bien sûr, en radiesthésie, vous l'avez compris, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout savoir. Sinon, on serait tous, comme je le dis, on serait tous millionnaires. Ça serait très simple de chercher les numéros du loto. Et puis, donc il y a des tirages maintenant toute la semaine, hein, vous le savez certainement. Donc non, ce n'est pas possible. La radiesthésie, telle qu'elle est vraiment établie dans les termes de la physique microvibratoire, elle est soumise à l'espace-temps. C'est-à-dire que si l'événement n'est pas arrivé, si l'événement est dans le futur, nous ne pouvons pas mesurer l'événement en radiesthésie. Ça veut simplement dire que si vous cherchez quelque chose qui n'est pas arrivé, donc les boules du loto par exemple, qui sont immobiles dans les locaux de la Française des Jeux, eh bien, si vous cherchez les boules du loto avant qu'elles soient tirées, vous n'aurez pas l'information car l'information n'existe pas. Donc votre onde de pensée va aller jusqu'aux boules, ça, j'en doute pas, mais la boule inerte ne vous renverra pas d'information car l'événement n'est pas arrivé. Voilà. Donc en radiesthésie, gagner au loto, c'est pas possible, mais comme je l'explique, vous pouvez le tester au PMU et je vous donnerai quelques petites astuces. Alors, comme je dis, c'est pas une formation de PMU, mais le cheval, lui, il existe. Le cheval, il a une forme, il a une vibration, il est dans son box avant la course. Et cette vibration va peut-être être mesurable pour voir s'il est dans bonne disposition ou en forme pour éventuellement faire une belle performance. Voyez la différence entre le loto et le cheval, par exemple, le PMU. Alors, maintenant que vous avez vu ça, comment on prend un pendule en main? Alors, il y a des petites choses importantes à savoir. D'abord, il ne faut jamais croiser les jambes. Quand vous faites de la radiesthésie, il est intéressant, par exemple, de le faire sur une table. Il faut éviter de croiser les jambes parce que lorsqu'on croise les jambes, on coupe un peu les énergies et surtout on coupe la réception des énergies. Donc on ne croise pas les jambes. Deuxième chose très importante, un défaut souvent que je constate, c'est que lorsqu'on prend le pendule, on le prend court. Il faut le prendre assez court. Si vous le prenez trop long, le fait d'avoir un mouvement neuromusculaire pour qu'il se répercute à l'intégralité du pendule, eh bien, ça ne sera pas forcément évident, car il faut qu'il se répercute dans toute la chaîne, et le mouvement du pendule sera plus long. Alors ça amène un sujet très important qu'on verra après, c'est que l'ennemi numéro 1 de l'utilisateur du pendule, c'est l'autosuggestion. Si vous êtes convaincu d'une réponse, ou si votre mental commence à faire une interprétation, vous pouvez être certain que vous allez émettre, comme la spirale, moi mon cerveau a vu la spirale et a émis une rotation du pendule, et bien, si vous faites une interprétation, vous réfléchissez activement et que vous avez une capacité analytique qui se met en place, votre pendule prendra le mouvement de ce que vous analysez, et là vous sortez des clous de la radiesthésie et vous allez avoir des réponses erronées. Et donc pour éviter ça, il faudra avoir une réponse très vite, et je vous expliquerai comment on fait pour avoir une réponse rapide. Quand je dis une réponse rapide en radiesthésie, c'est moins de 3 secondes. Si votre pendule ne donne pas de réponse après un délai de 3-4 secondes, la qualité de la réponse, elle est moins bonne, elle sera fortement erronée. Et si vous restez 30 secondes immobile et que là, vous commencez à réfléchir en se disant pourquoi il ne bouge pas, et ce pendule il ne me va pas, etc., et que vous commencez à réfléchir à la réponse, alors là, c'est mort, il faut mieux poser le pendule et recommencer plus tard. Donc, on prend un pendule assez court, 5 cm dans l'idéal, tout simplement pour pouvoir avoir une réactivité du pendule assez rapide. Donc, je vous rappelle qu'on ne croise pas les jambes, on prend le pendule assez court et pas long, et l'autre point important, un troisième point très important, c'est qu'on ne pose pas le coude. Donc, j'ai pris un plan plus large. Généralement, quand on fait de la radiesthésie, on a tendance, alors je ne sais pas si on le voit, oui on le voit sur la webcam, on a tendance à poser le coude et attendre. Lorsque vous posez le coude, en fin de compte, ce que vous faites, c'est vous stabiliser tellement votre poignet, le fait que le coude soit posé, que vous allez stabiliser le pendule et ça va un peu interférer avec le mouvement neuromusculaire car c'est très subtil. Donc il faut vraiment que votre votre coude ne touche pas le bureau. Voilà. Donc jambes décroisées, pendule assez court, le coude qui n'est pas posé et l'excédent de chaînette ici
faut pas qu'elle vous gêne, parce que parfois, je vois des gens qui font comme ça. Alors là, ça peut s'emmêler. Donc, à l'intérieur de la main, et comme ça. Autre fausse croyance, je balaye là, on fait un petit peu de tout. Autre fausse croyance, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre la main en émetteur comme ça. Parfois j'en vois, faut émettre comme ça, faut réceptionner ou comme ça. Ce n'est pas forcément nécessaire. C'est l'intégralité de votre corps et de votre cerveau en émettant la question qui va envoyer l'information et c'est votre corps qui réceptionne l'information qui va bouger. Donc il n'y a pas besoin de mettre la main en réception ou de faire des choses de ce type-là. Ce n'est pas nécessaire. Autre point important, il faut être détendu. Alors c'est pour ça que lorsque je fais des stages, parfois les personnes, certaines pas toutes, pas tous, le pendule ne bouge pas au début. Et oui, si vous êtes stressé, si vous observez le pendule en se disant ça va marcher, ça va pas marcher, eh ben ça peut bloquer le mouvement neuromusculaire. Ça vous crispe un petit peu, vous vous en rendez pas compte, hein, mais vous crispez le bras et le fait de se crisper le bras, le pendule il reste immobile. Je vais rebondir sur le fait qu'il ne faut pas en vouloir à votre pendule. Le pendule est un objet inerte. On verra les différents pendules, mais c'est un objet inerte qui n'a pas de conscience. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est qu'à ce moment précis, c'est vous qui n'êtes pas dans de bonnes capacités à ce moment précis pour faire de la radiesthésie. Donc, il est vrai que certains disent « mais le pendule ne veut pas de moi aujourd'hui, ce pendule-là ne fonctionne pas avec moi, etc. etc. » Non, non, c'est que vous émettez vous-même un blocage peut-être sur un pendule, et quand vous en prenez un autre, vous réémettez une intention en se disant « j'espère que ça va marcher », et le fait de prendre un autre pendule, ça lève ce blocage, mais ce n'est pas lié au pendule. Le pendule est un objet inerte qui tient sur une petite corde. Vous pouvez prendre un écrou sur un fil de pêche pour faire office de pendule, c'est parfait. Vous pourrez prendre une bague sur un cheveu, c'est très bien aussi. Alors, c'est très bien, pas pour faire des grosses recherches, parce que c'est tellement léger qu'on peut perdre un petit peu de sensation, mais sinon, n'importe quel objet qui pend et qui tourne sur une corde, une petite chaînette ou une ficelle, peut faire office de pendule. C'est pour ça qu'il y en a, ils prennent leur médaille. Faire de la radiesthésie avec sa médaille, c'est super aussi, hein, ça fonctionne très bien. Voilà. Alors maintenant, ceci étant dit, on va voir comment on met en place sa convention mentale. Et ça, c'est la base de la radiesthésie. C'est-à-dire, pour chacune d'entre vous, quel est le mouvement de mon oui, quel est le mouvement de mon non. Et vous verrez que ce mouvement, une fois qu'il est bien ancré, qu'il est bien en place dans, on va dire, vos réflexes, il n'y a aucune raison qui change. Et ça, c'est très important aussi, parce que parfois, il y a des magasins ésotériques qui racontent des conneries, mais c'est phénoménal. Lorsque vous avez votre convention mentale, on va le voir après, que vous avez bien défini votre oui, que vous avez bien défini votre non, et que vous avez bien défini un mouvement neutre qui dit « je ne capte pas la réponse », donc 3 mouvements bien distincts, eh bien, n'importe quel pendule que vous utiliserez, ça sera toujours la même convention. C'est-à-dire que cette convention, oui, non, est propre à vous et n'est pas du tout liée au pendule. C'est-à-dire que si vous avez une collection de 50 pendules, eh bien, ça sera 50 fois la même convention, la vôtre. Et ça, c'est la base. C'est super important, car parfois, on pense que lorsqu'on achète un nouveau pendule, il faut mesurer ou refaire la convention pour voir si elle n'a pas changé. Ça, c'est complètement faux, et je réinsiste bien, votre convention, une fois qu'elle est ancrée en vous, elle va rester. Il n'y a aucune raison qu'elle change et vous pouvez avoir une collection de pendules infinie, ça sera toujours cette même convention. Ça, c'est un point super important. Alors, pour établir sa convention, oui-non, comment on va faire? Eh bien, c'est tout simple. D'abord, on va prendre le pendule, comme ça, et vous allez penser à oui. Donc, le mot oui, O-U-I. Tout simplement. Moi, ce que je fais faire en formation, c'est que parfois on peut le faire noter sur une petite feuille. Vous notez oui. Vous positionnez votre pendule au-dessus du oui et vous dites « je veux connaître le mouvement de mon oui ». Alors, je vous ai dit avant qu'il faut avoir une réponse rapide en radiesthésie. Et bien là aussi, il faut avoir une réponse rapide. Si votre pendule reste immobile, et ce pendant 5 minutes, là, c'est pas bon. Parfois, vous allez attendre 20-30 secondes et puis le pendule va frémir. Et puis vous dites « ah, c'est comme ça ». Là, c'est pas bon. Donc pour avoir une réponse rapide en radiesthésie,
nous ne démarrons jamais d'un pendule immobile. C'est la base. Jamais d'un pendule immobile. Vous allez toujours démarrer d'un pendule en mouvement. Ça, c'est très important et on ne le voit pas toujours dans certains tutos. Le pendule en mouvement, c'est quoi? Eh bien, quand vous démarrez, avant de vous poser la question, donc en l'occurrence, on va le faire pour le oui, eh bien, vous lancez le pendule par un balancier. Alors, je regarde si dans la caméra on voit bien. Ouais, nickel. Vous lancez le pendule devant vous dans le mouvement le plus neutre comme ça. Et une fois que vous avez lancé le pendule, vous allez voir, comme par miracle, que le pendule va basculer à droite, alors c'est inversé à la caméra, hein, ou va basculer à gauche. Et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une réponse rapide, parce qu'il est déjà en mouvement le pendule. Donc lorsque vous le lancez doucement et vous posez la question, vous allez voir qu'il va vite virer d'un côté ou virer de l'autre. Et ce, en moins de 3 secondes. Et c'est le fait que ça soit moins de 3 secondes que la qualité vraiment de la réception de l'information est optimale. Alors on va revenir au oui. Je veux connaître le mouvement de mon oui. Alors je dis bien parce que vous n'avez peut-être pas un pendule dans les mains, vous n'avez peut-être pas une feuille où vous avez écrit oui, donc je ne l'ai pas fait là. Ce webinaire, vous pourrez, il va rester sur ma page Facebook. Donc vous pourrez vraiment le regarder si vous souhaitez, le reprendre en détail, du moins les passages que vous avez besoin. Hein, il va rester sur la page. Donc, en imaginant que je ne connais pas le mouvement de mon oui, je pense bien à oui, et là je dis je veux connaître le mouvement de mon oui. Et tout de suite après la question, on lance le pendule. Donc je veux connaître le mouvement de mon oui, et là, automatiquement, vous allez voir que pour mon cas de figure, le pendule part dans le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut simplement dire que mon oui, à moi, est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et ça sera, alors je suis droitier, et ça sera généralement 75-80% des droitiers auront le oui dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais ce n'est pas une règle absolue. Il peut y avoir des gauchers qui ont le oui dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais dans la grande majorité des cas, comme le droitier a le oui dans le sens des aiguilles d'une montre, le gaucher aura le oui dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais il n'y a pas forcément de règle. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, quand vous regarderez après la petite vidéo, il faudra faire un test pour voir si ça fonctionne. Alors, le test que je fais faire généralement, c'est avec le prénom. Vous savez tous comment vous vous appelez. Alors moi, c'est Stéphane, ça vous le savez peut-être. Et donc, je vais me poser la question, est-ce que je m'appelle Stéphane? Et je vais lancer mon pendule. Donc voilà en réalité comment ça se passe. Je prends mon pendule, je fais attention à mon coude, je fais attention que mes jambes ne soient pas croisées, je ne le prends pas trop long, je suis détendu. Est-ce que je m'appelle Stéphane? Et je lance le pendule. Et là, je vois, en moins de 2 secondes, le pendule se met à tourner dans le sens de mon oui, m'indiquant bien que je m'appelle Stéphane. Alors bien évidemment, c'est de l'entraînement. Bien évidemment que je sais mon prénom. Bien évidemment que c'est très facile. Mais c'était pour vous montrer le mouvement. Ensuite, vous allez faire la même chose, mais avec le nom, N-O-N, le nom négatif. Donc dans ce cas de figure, vous visualisez bien le nom, N-O-N, vous prenez votre pendule, et là vous dites, je veux connaître le mouvement de mon nom. Et le mouvement de mon nom, vous lancez le pendule, et vous allez voir, donc pour mon cas de figure, il part dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, vous, ça sera peut-être différent. Vous allez voir que vous allez avoir un autre mouvement, et là, vous pensez bien que ce mouvement-là, vous enregistrez que ce soit bien le nom. Le nom, c'est-à-dire le nom négatif. Et je conseille de faire un test avec un prénom que vous détestez. Donc là, il y a une petite centaine de personnes connectées. Donc je ne vais pas utiliser un prénom parce que je ne voudrais pas tomber dessus, je ne connais pas tout le monde. Donc prenez un prénom que vous détestez, un prénom que vous n'aimez pas parce que vous détesteriez vous appeler comme ça, ou quelqu'un que vous n'aimez pas forcément. Voilà. Alors prenez, on va prendre un prénom par exemple XZ63, hein, un prénom à Elon Musk. Hein. Voilà. Est-ce que je m'appelle XN63 et je lance mon pendule? Et là, je constate que la réponse est non. Et donc cet exercice, il faut le faire plusieurs fois. Vous le faites une fois. Si ça fonctionne bien, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas votre bonne convention. Et ensuite, lorsque vous faites des petites questions, fermez, va vous tester. Est-ce que je suis dans ma maison? Des questions vraiment toutes bêtes. Mais
pour bien voir que vous avez les bons réflexes, oui, non. Est-ce que je suis, là je suis actuellement à Marseille, est-ce que je suis à Marseille, est-ce que je suis à Paris, non, etc., etc. Donc vous faites des petits tests. Et puis vous avez un mouvement qui sera neutre. Et dans la grande majorité des cas, vous verrez que le mouvement, pour moi, quand je lance, il ne bouge pas le pendule. C'est-à-dire qu'il part ni sur oui, ni sur non. Ça veut dire que je ne capte pas l'information. Alors il y a 3 raisons principales. La première, c'est que vous n'êtes pas apte à recevoir des informations. Vous êtes stressé, vous n'êtes pas dans un bon moment pour faire de la radiesthésie, vous êtes un peu tendu, vous avez pris en grippe votre pendule parce qu'il n'a pas donné les bonnes réponses, vous êtes un petit peu fâché avec, alors on sait très bien que c'est vous et le pendule n'y est pour rien, hein, c'est comme une voiture, hein, c'est pareil. Ça peut être une première raison. La deuxième raison, ça peut être le fait que votre question soit mal formulée. Ça veut dire que vous n'avez pas été très précis. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Comment je m'appelle? Et je lance le pendule. Et bien à partir de là, vous allez voir que le pendule, il ne donne pas de réponse, car ce n'est pas une question fermée. Comment je m'appelle? Ce n'est pas une question fermée. Par contre, est-ce que je m'appelle Stéphane Langlade? Là, c'est oui ou c'est non. Et là, je me constate que c'est oui. Donc soyez très vigilants sur le fait que ce soit une question bien fermée. Et quand ce n'est pas clair, vous décortiquez la question. Ça, c'est la base en radiesthésie. Et puis ensuite, la troisième raison, vous avez peut-être demandé quelque chose dont les faits à l'instant T ne sont pas encore réalisés. Est-ce que mon fils ou ma fille va avoir son bac? C'est du futur. On ne peut pas savoir. Alors bien sûr, il y a plein d'événements au niveau énergétique. Est-ce qu'elle a révisé? Est-ce qu'il a travaillé, etc. On peut décortiquer tout ça. Est-ce que mon enfant a les bonnes connaissances, etc., etc. Mais par exemple, et ça ne faut pas le faire, mais si vous pouvez le faire, tant mieux, si votre enfant hésite entre 2 sujets, est-ce qu'en histoire, ça sera pour votre bac, est-ce que ça sera sur le Brésil ou est-ce que ça sera sur les États-Unis, le sujet de la géographie? Là, par contre, il y a déjà une énergie parce que ça a été tranché en amont du bac. Il ne faut pas le demander 1 an avant, hein, mais quelques jours avant. Bon, c'est une énergie très subtile parce que ce n'est pas quelque chose qui vibre fort, un sujet sur du papier. Mais vous comprenez, ça par contre, est-ce que c'est le Brésil? Oui ou non? Est-ce que c'est les États-Unis? Oui ou non? Voilà, les sujets de géographie, j'en ai pris parce que j'ai quelques souvenirs de mon bac. Voilà. Parce que ça existe. Et c'est une question fermée. Est-ce que c'est le Brésil? Oui, non. Voilà. Donc ça, c'est important de bien comprendre ça. Donc, si l'événement n'est pas arrivé ou si vous cherchez quelque chose qui n'existe pas, vous n'aurez pas l'information. Si vous êtes trop stressé, vous n'aurez pas l'information. Donc, il est important d'être dans de bonnes conditions, de bien utiliser des questions fermées et ensuite d'avoir un événement qui existe. Donc, ça étant fait, je vous conseille ensuite de le faire de temps à autre, c'est-à-dire vous lancez votre pendule et vous vous entraînez. Alors après, on verra, pour s'entraîner, il y a des techniques. Vous prendre un verre d'eau, par exemple, mettre de l'eau dans un verre, cacher, et puis poser la question, est-ce qu'il y a de l'eau dans le verre? Oui ou non? Bon, ce n'est pas forcément évident à trouver. Parce que de l'eau immobile a une vibration plus basse que de l'eau en mouvement, notamment au niveau des rayonnements. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et puis, il faut toujours que quelqu'un vous remplisse ou pas le verre. Donc, c'est un petit peu embêtant, quoi. Parce que si vous voulez faire 15 tentatives, il faut quelqu'un qui dit, allez, je mets de l'eau, je ne mets pas de l'eau, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple, mais ce n'est pas toujours le meilleur. Le mieux, c'est de prendre un jeu de cartes, un jeu de 32 cartes, et vous avez des couleurs rouges, le cœur et le carreau, et vous avez des couleurs noires, le pique ou le trèfle. Et donc, à partir de là, le but est d'étendre 10 cartes. Alors bien sûr, vous mélangez bien le jeu, vous ne savez pas les cartes. Et vous mettez 10 cartes et vous prenez votre pendule, un doigt sur la première carte et vous posez cette question. Est-ce que cette carte est de couleur noire? Ou est-ce que cette carte est de couleur rouge? Ça vous dit oui? À ce moment-là, vous la mettez en haut. Est-ce que cette carte, et vous allez voir la deuxième, est de couleur rouge? Non? Allez, c'est une noire. Est-ce que cette carte est de couleur rouge? Oui, alors vous la mettez en bas. Et vous faites un paquet de cartes rouges et de cartes noires, mais sans le voir. Et ensuite, vous retournez les cartes et vous constatez. Alors, c'est un exercice qui est très, très difficile. La variation vibratoire d'une carte, elle est très faible.
la couleur, elle est très faible. C'est plus facile de prendre par exemple une carte où c'est tout rouge derrière, bien vif, et ne pas la voir, qu'une carte de carreau de cœur qui a une vibration plus faible. Mais c'est un bon entraînement. Si vous avez 5 bonnes réponses sur 10, c'est lié totalement au hasard. On ne peut pas dire qu'on a performé ou pas performé. Si vous avez 1 à 2 réponses sur 10, bah là, vous pouvez dire « Ah zut, il y a un petit morceau, il y a un truc qui n'a pas marché. Au contraire, peut-être ma convention est inversée. Là, ce n'est pas le hasard, vous avez été particulièrement mauvais. » Par contre, si vous êtes supérieur à 7, entre 7 et 10, et ben là, on voit que ce n'est plus le fruit du hasard. Surtout si vous le faites plusieurs fois, plusieurs séries, et à chaque fois, vous constatez que lorsque vous faites que vous êtes entre 7 et 10. Voilà. Et là, vous verrez que ce n'est plus le hasard. J'ai une petite question. Alors, Nadège, elle me dit, alors, nous ne pouvons pas répondre, par exemple, à la question, est-ce que Véronique va contacter Michel en énonçant mois par mois? C'est bizarre une question, ça. Est-ce que Véronique va contacter Michel? Alors, non, pas va contacter. On va répondre à la question. Est-ce que Véronique a contacté Michel? Oui ou non? Parce que l'événement est fait. Maintenant, si Véronique a très envie d'appeler Michel, la question, c'est pas est-ce que Véronique va contacter Michel, c'est est-ce que Véronique a envie aujourd'hui de contacter Michel. Voyez la précision de la question, elle est primordiale. Parce que le fait qu'elle contacte ou contacte pas l'événement, il n'y a pas eu de connexion entre Véronique et Michel. Par contre, si Véronique a envie d'appeler Michel, elle va émettre une vibration, une envie. Et cette vibration, elle existe à ce moment précis. Donc la question, c'est est-ce que Véronique a contacté Michel aujourd'hui, oui ou non? Et si c'est non, est-ce que Véronique a envie de contacter Michel? C'est oui ou c'est non. Voilà les vraies questions qui sont très précises avec un pendule. Et ça, c'est très important. OK? Voilà. Bon. Alors, j'avais fait un petit plan. Donc, prendre ça, c'est fait. Établir sa convention mentale. C'est tout bon. Alors, les bons gestes, oui, les bons gestes à adopter. Alors, je vous les redis, hein, vraiment, c'est très important en radiesthésie. C'est surtout ne pas être stressé, de bien décroiser les jambes, d'être dans de bonnes conditions psychologiques, d'utiliser des questions qui sont fermées, qui sont très précises, soit c'est oui, soit c'est non. Et puis, lorsqu'on va avoir des questions, qu'il va y avoir une multitude de cadrans, des multitudes de réponses, on va utiliser des cadrans. Un cadran, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un demi-cercle. Alors, il y a parfois les cadrans à 360 degrés, mais j'aime pas parce que quand on n'est pas habitué, enfin, quand on a l'habitude, ça va, mais quand on n'est pas habitué, c'est-à-dire que le pendule, il faut qu'il fasse un tour complet. Vous prenez 180 degrés et vous avez plein de réponses et le pendule va aller se positionner sur la bonne réponse, mais je vais vous montrer, par exemple, pour une mesure du taux de vitalité. Alors, pendant que j'y pense, parce qu'après, je vais oublier, il y a quelque chose qui est super important, c'est que des cadrans, vous pouvez en trouver en magasin, mais surtout, il y a des sites internet. Alors, je fais la pub du site. Il n'y a rien de payant sur ce site, sauf si vous voulez commander, plastifier. Allez sur le site pour celles ou ceux que ça intéresse, subtil.net, comme le mot subtil.net. C'est un site où vous pouvez vous-même fabriquer vos cadrans. C'est un logiciel très simple d'accès. Vous avez une multitude d'informations possibles. Et si vous avez besoin de faire un cadran, par exemple lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, eh ben vous pouvez faire un cadran. Vous pouvez faire des cadrans, des sous-cadrans, etc., etc. Et donc subtil.net. Voilà. Après, parfois, parce que ça me vient, donc je vous dis comment ça me vient, vous avez des livres comme Le Pendule d'or. Alors, un hommage à Dominique Coquel qui nous a quittés il y a maintenant à peu près 2 ans, qui était un radiesthésiste connu parce qu'il a écrit Le Pendule d'or. Et puis commercialisé le fameux pendule de taux chez Cultura notamment. Donc la production s'est arrêtée de son pendule à lui. Hein. À ne pas confondre avec Alain Belay, hein, celui que parfois je conseille pour les... Non, non, là on parle bien de Dominique Coquel qui a fait le pendule d'or. Le pendule d'or, vous avez plein de cadrans, mais il y a des cadrans de jeu. Et moi, je n'adhère pas parce qu'on n'est pas dans les principes de la radiesthésie. Vous avez des cadrans, par exemple, pour trouver une huile essentielle. Mais forcément, des huiles essentielles, vous en avez plein. Et bien lui, il a fait un cadran, enfin Dominique, père son âme, hein, il a fait un cadran où c'était soit vous allez sur le cadran 1, sur le cadran 2, sur le cadran 3, sur le cadran 4, sur le cadran 5. Et puis après, vous aviez un autre cadran 1, 2, 3, 4 où vous aviez des huiles essentielles. Alors, premier pendule, il me dit d'aller sur le cadran 3, je prends le cadran 3 et il faut cette huile essentielle. Non.
La radiesthésie, ce n'est pas de la magie. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous ne pouvez pas capter l'information. Il faut que ça soit très précis dans votre tête, parce que quand vous allez émettre l'onde pensée, eh bien vous allez avoir besoin de bien visualiser. Donc choisir une huile essentielle, oui, mais avec 2 récipients et la vibration de l'huile dans la main. Si maintenant vous avez une quinzaine d'huiles essentielles sur un cadran, alors je vais vous montrer quand même un cadran. Hop. Voilà. Ça c'est le cadran du taux de vitalité. Je ne vois pas si on voit bien, ouais. Voilà, parce qu'il y a l'éclairage. Sinon je suis fatigué, j'ai pas bonne mine. Voilà. Vous avez un cadran avec une graduation, vous voyez. Et bien, vous pouvez avoir ici, dans chaque petit cadran, le nom d'huile essentielle. Et choisir quelle huile essentielle il me faut. Non. Non, parce que vous allez partir sur un nom, mais le nom ne porte pas réellement la vibration de l'huile. Donc, par contre, si vous connaissez l'huile essentielle et vous êtes bien imprégné de cette huile, parce que c'est quelque chose que vous avez en tête, vous avez déjà touché, là oui. Mais si vous n'avez jamais entendu parler de l'huile essentielle, choisir une huile essentielle sur un cadran que vous ne connaissez pas, non, ça sera du hasard. Maintenant, vous avez, et il y en a qui l'ont, j'avais une personne en formation qui avait tout son petit panel d'huile essentielle. Ah, putain, c'était où? Je ne me rappelle plus. Peut-être elle est là, va se reconnaître. Elle avait un petit coffret comme ça où elle avait tout un panel de 38 essentiels. Et bien là, vous avez directement le pendule sur chaque huile, la vibration de l'huile dans des petits flacons. Là, par contre, ouais. Oui, parce que vous avez la vibration de l'huile. Et donc, vous pouvez chercher pour vous quelque chose qui peut vous correspondre à un moment donné de votre vie. Ou comme avec des fleurs de bac, mais il faut avoir le récipient. Voilà, je tenais juste à dire ça parce que ça me passait par la tête. La radiesthésie n'est pas de la magie, c'est de la physique micro-vibratoire. Donc on ne peut pas trouver tout et n'importe comment, il y a des règles. Alors juste, je rebondis parce que, non, ça fait 37 minutes, je regarde le temps parce que sinon on pourrait parler pendant des heures et des heures. Après je réponds à Corinne. La radiesthésie, parfois vous allez me dire oui, mais il y a des voyants qui utilisent des pendules. Alors oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais le pendule est un outil de concentration pour la voyance, au même titre qu'un jeu de tarot, au même titre qu'une boule de cristal, je dis n'importe quoi, hein, au même titre que des runes par exemple, hein, ou des pierres, ou n'importe quoi. C'est un outil de concentration. Ils ne sont pas sur les principes de la radiesthésie. Ils sont sur les canaux de la voyance, où il y a parfois des médiums qui utilisent le pendule pour voir s'ils captent une entité ou une âme. Et bien, ils sont sur les canaux de la médiumnité. Et le pendule sert simplement à leur donner une réponse par oui ou par non. Voilà. Donc, un voyant qui va utiliser un pendule est sur les canaux de la voyance, et non pas de la radiesthésie. Donc, par rapport à ça, Corinne me demande, y a-t-il vraiment un pendule spécifique quand on fait des soins énergétiques où on peut prendre n'importe quel? Alors, c'est une bonne question. C'est une question que tous mes élèves savent parce que j'en ai vu pas mal. Donc, du coup, lorsque vous faites un bilan énergétique, on en touchera un petit mot du bilan énergétique, vous pouvez prendre n'importe quel pendule dès l'instant qu'il soit assez lourd. Voilà, un pendule au moins de 20 grammes. Parce que quand on fait un bilan, il faut un pendule lourd, parce qu'on va faire des mesures en oscillation, il ne faut pas qu'il soit trop léger pour pas qu'il sautille. Donc n'importe quel pendule peut être utilisé pour faire un bilan énergétique. Maintenant, lorsqu'on veut utiliser un pendule dans le cadre de soins pendant la séance pour ramener une énergie particulière, là, je suis un fervent défenseur du pendule de Thot. T-H-O-T, qui est un pendule égyptien dit de Thot. Et ce pendule égyptien a une forme bien spécifique, et cette forme bien spécifique émet une fréquence et booste votre intention. Voilà. Donc il faut distinguer 2 styles de pendules, donc j'en profite pour aborder ce sujet. Vous avez des pendules récepteurs, qui sont là que pour amplifier les mouvements neuromusculaires de vos mains, ce sont des pendules classiques, et vous avez quelques rares pendules émetteurs, qui sont des pendules qui émettent une fréquence lorsque vous le faites tourner et qui amplifie, je le dis bien, amplifie votre pouvoir de l'intention. Ce sont des amplificateurs. Et ça, c'est dû à l'onde de forme du pendule. Sa taille, son poids, comment il a été taillé, des gravures éventuelles ou pas. Généralement, dans tous les pendules émetteurs, la grande majorité, c'est pas tous, mais la grande majorité sont des pendules égyptiens, et notamment celui de Thot, pour les soins énergétiques. Vous avez le pendule d'Isis également, qui est un pendule égyptien, et vous en avez certains qui sont parfois un petit peu plus techniques à l'utilisation.
Mais le pendule de taux, c'est celui que j'utilise pendant les soins. Maintenant, comme je le redis, vous pouvez faire un bilan énergétique avec n'importe quel pendule. Parce qu'en fin de compte, vous allez chercher de l'information. On reviendra sur le bilan énergétique. On fera un petit panel de savoir ce qu'on peut capter en radiesthésie sur une personne. Alors, je voulais pas vous parler de quoi après. Donc oui, l'autosuggestion. Ça, c'est important. C'est très important. Si vous êtes convaincu de la réponse, vous pouvez être certain que c'est pas bon du tout. Votre mental va influencer le pendule et vous allez déclencher un mouvement neuromusculaire qui va être complètement tronqué et qui est le mouvement neuromusculaire de votre analyse. Et souvent, on enclenche ça lorsqu'on n'a pas une réaction immédiate du pendule. Un exemple, ce qu'il ne faut pas faire. Je prends mon pendule et je dis, est-ce que je m'appelle Stéphane ? Et là, le pendule est immobile. Vous allez voir que c'est des choses qui vous arrivent souvent, parfois, hein, quand vous êtes seul. Et là, c'est des moments de solitude. Est-ce que je m'appelle Stéphane ? Et là, le pendule, il ne bouge pas. C'est vraiment le planté I. Donc là, vous commencez un peu à vous énerver en se disant, bon, allez, le pendule, il n'est pas bon. Non, c'est vous, hein, je vous le redis. Et là, au bout de 15-20 secondes, eh ben, vous allez voir votre pendule qui va frétiller, mais bon, c'est pas net. Hein, ça arrive à plein de gens. Et puis là, le mental va commencer à prendre. Et puis là, vous dites, putain, mais c'est vrai que ma mère m'a appelé Stéphane depuis plusieurs décennies. Alors, ça serait cohérent que je m'appelle Stéphane. Ah bah oui, remarque, parce que mais tout le monde m'appelle Stéphane. Et là, d'un coup, vous allez voir que votre pendule va se mettre à tourner dans le sens de votre oui, et ça va valider la réponse. Et là, vous allez dire, c'est génial, mon pendule fonctionne. Ben non. Le fait que vous n'ayez pas une réponse rapide, votre mental a pris le dessus. Votre mental a commencé. Alors, c'est parodié ce que je vous ai fait, vous l'avez compris. Mais votre mental a commencé à prendre le dessus, a commencé à interférer. Là, vous ne recevez plus rien en termes de réception. C'est terminé. Et c'est votre mental qui va déclencher un mouvement neuromusculaire parce que inconsciemment, vous avez fait une analyse. Et cette analyse a donné une réponse qui a donné un mouvement au pendule. Ça, c'est tout faux. Vous n'aurez pas de réponse satisfaisante. OK ? Donc, pour contourner l'autosuggestion, faire le vide. Alors, faire le vide, bien sûr, c'est toujours pareil, hein, c'est pas simple. Mais faire le vide, c'est-à-dire ne pas apporter un jugement ou une préanalyse sur la question. Ensuite, bien poser la question, qu'elle soit très claire. Ensuite, on lance le pendule et dans, on va dire 2-3 secondes, le pendule va commencer à prendre un mouvement et à partir de là, vous aurez une réponse d'une bonne qualité. Alors en radiesthésie, on peut faire pas mal de choses. On va voir les différents points qu'on peut faire et puis je vous donnerai quelques petites astuces. Et ensuite, si vous avez des questions, ben, je vous les dirai. Enfin, je vous donnerai les réponses que je peux vous donner. Premièrement, je vais vous amener un cadran, celui du taux de vitalité, pour savoir comment on prend la mesure au cadran. Non, il y a la lumière qui est... voilà. Ah, c'est mieux là. Voilà, vous voyez, ça c'est un cadran. Alors, comment on prend une mesure au cadran ? Parce que il y a des choses aussi sur un cadran où il faut faire attention. Des cadrans, il en existe pour tout. Taux de vitalité, taux vibratoire. On touchera un petit mot, hein, ça peut être intéressant aussi hein, dans ce petit webinaire. Mais ça peut être également des questions à choix multiples. Voilà. Donc, vous avez plusieurs possibilités de réponse. Lorsque vous travaillez sur un cadran, le point très important déjà, on respecte les jambes, on respecte le coude qu'on ne pose pas, c'est de positionner... Alors attendez, j'enlève juste parce qu'il y a toujours quelque chose qui se fout de moi, là, voilà, devant. C'est de positionner votre pendule sur le tout petit rond en bas, ici. Là. Voilà, à cet endroit précis, ici. Vous positionnez votre pendule ici. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous posez votre question, très clair, toujours pareil. Quel est le taux de vitalité de moi-même, par exemple ? Allez, je vais prendre mon taux de vitalité en direct. Eh bien, je positionne là, je pose la question, quel est mon taux de vitalité ? Et une fois que j'ai posé cette question, je vais lancer le pendule. On ne démarre pas d'un pendule immobile. Et pour lancer le pendule, eh bien, je vais le lancer sur 50. Alors, pourquoi 50 ? Car 50 est la zone la plus neutre. C'est ici. Vous voyez ? Et on lance toujours le pendule sur la zone la plus neutre du cadran, donc entre 0 et 100, c'est 50. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que votre pendule va commencer à s'orienter pour se positionner sur une graduation, et ça, il faut que ça soit moins de 5 secondes.
Au début, peut-être que vous mettrez 10, 15, 20 secondes, mais vous allez voir qu'après, c'est un peu plus rapide, quand vous aurez l'habitude. Donc votre pendule se positionnant sur la bonne graduation, une fois que votre pendule balaye 3-4 fois la graduation, donc en l'occurrence j'avais 75, 3-4 fois la graduation, sans évoluer, ça veut dire qu'à partir de là, on peut valider la mesure. Si vous voyez que votre pendule continue à évoluer doucement, vous ne validez pas. Une fois qu'il s'arrête et qu'il balaye 3-4 fois la même graduation, là on arrête la mesure. Et on peut prendre cette mesure comme correcte. Et les cadrans fonctionnent tous comme ça. Autre chose également, si jamais vous lancez votre pendule et que vous voyez que votre pendule se met à tourner sur le cadran, là vous arrêtez immédiatement. Un pendule ne doit pas tourner sur un cadran. Pour la bonne et simple raison que si un pendule tourne sur un cadran, c'est pas bon, parce qu'il ne va pas pouvoir se mettre dans l'axe d'une graduation. Donc il faut absolument que le pendule, vous le lancez sur 50, se positionne sur une graduation, ne tourne pas, et lorsqu'il balaye 3-4 fois la même graduation sans progresser dans un sens ou dans un autre, ça veut dire, à ce moment précis, que votre mesure, elle est viable. Donc vous trouverez une multitude de cadrans sur subtil.net. Il y en a déjà qui sont préenregistrés, vous en trouverez également sur Internet. Maintenant, il existe des livres, comme le pendule d'or, mais le pendule d'or et des cadrans que j'aime pas, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc vous pouvez mesurer. Après, c'est un petit exemple, vous voyez ça, c'est une grille de 0 à 100. Donc là, utilisable pour le taux de vitalité, mais vous pouvez l'utiliser pour tout et n'importe quoi en fait. Imaginez que vous avez une collègue qui arrive et que vous ne savez pas si ses intentions, ses énergies à votre égard sont positives, négatives ou neutres. Et bien dans ce cas-là, vous pouvez vous poser la question en se disant, est-ce que cette personne a des intentions positives, ou plutôt on va formuler, comme c'est un cadran, on n'a pas besoin d'être en question fermée, comment sont les intentions de cette personne à mon égard? Sont-elles négatives, neutres ou positives? Et on peut mesurer ça sur une grille de pourcentage de 0 à 100%. Et vous partez du principe que quand vous êtes sur 0, c'est négatif. Quand vous êtes sur 50, c'est neutre. Et plus vous êtes proche de 100, mieux c'est. Donc vous pouvez formuler, est-ce que les intentions à mon égard sont positives, 100 étant le maximum et 0 étant le minimum. Vous pouvez ancrer votre intention dans un cadran. Et là, vous lancez. Si vous voyez que c'est 50, la personne, vis-à-vis de vous, elle est neutre. Donc pas bien, pas mal. Si vous voyez que vous partez sur 10, attention, peut-être que cette personne-là, à un jour donné, peut vous embêter ou faire quelque chose qui ne sera pas cool pour vous. Et par contre, si vous partez sur 80, 85, 90, ça veut dire que c'est une personne qui est bienveillante vis-à-vis de vous. Les énergies vibratoires sont bonnes. Alors c'est un exemple. Attention l'autosuggestion, bien naturellement, parce que si la personne un jour, vous ne la connaissez pas, elle ne vous a pas dit bonjour, parce qu'elle est peut-être dans son monde où elle a oublié, elle a des raisons peut-être pour avoir oublié, ben vous pouvez prendre en se disant « putain, elle n'est pas polie avec moi, même pas », et l'autosuggestion peut vous faire partir sur un mouvement bas, alors qu'en fin de compte, non, c'est juste un oubli. Donc quand vous faites ça, je le redis bien, faites attention de surtout pas avoir déjà un a priori ou une question. Autre point, ne jugez jamais une personne sur une mesure radiesthésique. Bien naturellement, ça coule de source comme un bilan énergétique n'est pas du tout un IRM et ne permet pas d'avoir un état précis sur la santé physiologique de la personne. Mais ça, on reviendra dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en radiesthésie? Eh bien, déjà prendre le taux de vitalité, comme j'ai vu. Ensuite, il est possible, alors je vous donne des petites explications comme ça, après vous verrez. Il est possible de mesurer son taux vibratoire. Alors, le taux vibratoire, hop, voilà une petite planche de taux vibratoire. Donc, elle est plafonnée, celle-ci, à 19 000. Le taux vibratoire, c'est quoi? C'est la vibration d'une personne à un moment donné. Plus la personne est positive, plus elle va vibrer haut. Plus la négative, plus elle va vibrer bas. D'abord, un taux vibratoire, vous pouvez d'abord faire une première mesure entre 0 et 10 000 unités Bovis. Et après, je vous parlerai de Bovis, qui est la vibration du corps. Si la personne est en bonne santé, alors une vibration proche de 10 000, c'est la vibration sur le corps physique de la personne. Et si la personne est un petit peu plus spirituelle ou a des émotions positives, on va aller bien naturellement au-delà de 10 000. Alors on va voir ça. Faut-il avoir l'accord de la personne? C'est important. En radiesthésie,
avoir l'accord de la personne, je dirais déontologiquement oui, mais lorsqu'on fait un bilan énergétique, on n'interfère pas avec ces énergies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez une mesure, mais vous n'avez pas d'interférence avec ces énergies. Vous n'envoyez pas d'intention, vous ne faites pas de magnétisme. Donc avoir l'accord de la personne, soit on peut dire que ça peut être un peu intrusif de prendre des mesures sur quelqu'un, soit quand vous regardez quelqu'un dans la rue par hasard ou simplement parce qu'elle vous interroge dans sa manière d'être, généralement on ne demande pas la permission en disant est-ce que je peux vous regarder, c'est un instinct. Bon, en radiesthésie c'est un petit peu pareil. Par contre, si vous intervenez sur les énergies de la personne, c'est-à-dire que vous faites du magnétisme, là il est primordial, bien naturellement, de demander l'accord de la personne pour interférer avec ces énergies, du moins émettre des intentions. Voilà. Alors on va revenir sur l'auto vibratoire. Donc l'auto vibratoire d'une personne, d'abord on peut la mesurer sur le plan physique pour voir si le corps vibre bien. Donc plus il est proche de 10 000, mieux c'est, au niveau de la physiologie du corps. Et puis il y a la possibilité de mesurer l'intégralité de la personne. Et là on peut se voir, parfois, que le taux vibratoire peut s'envoler, peut être bien au-delà de 10 000. C'est pour ça que le taux vibratoire, on peut le mesurer de deux manières. On peut d'abord le mesurer sur le plan physique pour simplement voir si le corps vibre bien sur la bonne fréquence au niveau du fonctionnement physiologique du corps. Et là, on va retrouver des particularités avec le taux de vitalité. Et puis, il est possible de mesurer l'énergie de la personne et voir si cette personne a une bienveillance ou des énergies positives. Et là, on peut s'envoler au-delà de 10 000 et passer dans le spirituel. Et donc, il y a des cadrans qui vont bien au-delà de 18 000 unités bovis. Un taux vibratoire, on peut également mesurer, si vous souhaitez, un lieu. On peut mesurer un lieu pour mesurer la vibration d'un lieu. Alors, il faut savoir que les taux vibratoires, depuis 2012, ont énormément augmenté sur Terre, ont tellement augmenté que malheureusement, plus personne n'a la même échelle. Il y a des gens qui vont dire qu'un lieu qui vibre bien est à 20 000 ou 30 000 unités bovis, et puis certains vont dire qu'un lieu qui vibre bien va être à 5 millions, 10 millions. Donc on ne sait plus trop qui croire, pardon. Et donc à partir de là, en géobiologie, qui est l'étude d'un lieu, j'utilise d'autres cadrans. Le taux vibratoire, il est possible également de mesurer un aliment, un fruit. Prenez une pomme et mesurez la vibration de la pomme. Vous verrez qu'il y a des pommes qui vont vibrer plus hautes que d'autres, notamment des pommes qui sont plus naturelles, des pommes qui ont été trouvées sur un pommier sans l'intervention humaine d'engrais, de pesticides, etc., etc. Ils ont une vibration beaucoup plus haute. Ce que je vous dis là, c'est véridique, parce que généralement, quand j'avance quelque chose, c'est quelque chose qui est vérifié. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure le rayonnement de l'aura de la pomme avec un appareil photo Kirlian, le couple Kirlian, étaient des Russes qui, par mégarde, sans faire exprès, et qui ont fait avancer pas mal de choses, ont pu, grâce à des appareils qu'ils ont mis, ils ont mis des filtres, ils ont trafiqué l'appareil pour faire des expériences au début du XXe siècle, ont vu qu'avec certains filtres, il était possible de mesurer l'aura d'un objet, l'aura d'un fruit. Et la caméra BioWell permet aussi de mesurer ces choses-là. Et donc, une pomme qui est naturelle, elle a une aura hyper développée. C'est-à-dire que le rayonnement de la pomme, avec un appareil scientifique, est très beau. Par contre, une pomme qui est sous pesticides, qui a été un petit peu poussée, on va prendre l'exemple d'une tomate par exemple, une tomate du jardin comme vous avez en Provence ou ailleurs, et une tomate qui vient d'Espagne, vous retrouvez dans les rayons de Leclerc, vous allez voir que le rayonnement sur ces machines scientifiques n'a rien à voir. Donc la vibration, plus le rayonnement du fruit est beau, plus la vibration sera élevée. Donc il est possible de mesurer également la vibration, le taux vibratoire d'un aliment que vous mangez. L'eau, mesurez la vibration de l'eau. Si l'eau est informée, elle va vibrer plus haut. C'est-à-dire que si vous avez magnétisé l'eau, vous allez voir qu'elle a une très belle vibration. Si vous prenez de l'eau qui n'a pas été magnétisée, elle aura une vibration un peu plus basse. Si l'eau est polluée, elle va vibrer encore plus bas. Si l'eau, vous la laissez dans un endroit qui est énergétiquement mauvais, comme par exemple à côté d'une box, mettez de l'eau à côté d'une box Wi-Fi par exemple, prenez le taux vibratoire, vous allez voir que la vibration est beaucoup plus basse qu'une autre source par exemple, naturelle, que vous mesurez directement à la sortie d'une montagne et qui aurait pu être chargée de rayonnement tellurique. Voilà, donc ça c'est aussi des possibilités. Le taux vibratoire est possible de mesurer un bijou.
Donc là, je vous donne plein d'infos comme ça, bien sûr. Après, il y a des normes, il y a des règles. Si vous achetez un bijou dans une brocante ou chez un antiquaire, il est important de faire un petit test pour savoir si ce bijou n'est pas chargé négativement. Maintenant, il est tout à fait possible de le nettoyer, le bijou. Il y a des règles au niveau énergétique qui permettent. Corinne me demande s'il est possible de le faire pour une maison. Bien naturellement qu'il est possible de mesurer le taux vibratoire d'une maison, mais le taux vibratoire peut varier d'une pièce à une autre, comme peut varier d'un endroit à un autre. Il y a plein de choses qui peuvent altérer une vibration d'une maison, que ce soit des phénomènes, on va dire, telluriques, des rayonnements électromagnétiques, des réseaux Hartmann et Curie, qui sont des rayonnements naturels de la Terre, où il faut éviter d'avoir une intersection, ce qu'on appelle un nœud sur son corps, par exemple, si ça tombe dans votre lit. Et puis vous pouvez avoir des choses plus spirituelles, comme une mémoire des murs négative. C'est ça qui aussi baisse énormément les vibrations d'un lieu. Vous avez une maison où une personne a été en dépression pendant 10-15 ans, par exemple, puis elle est partie de cette maison où elle est décédée, ou une maison où il y a eu un suicide ou des actes un peu compliqués. Et là, vous remesurez les vibrations, vous allez voir qu'elles sont basses, très très basses. Pareil, mesurer un monastère et mesurer... quand je parle d'un monastère, on va plutôt partir sur une... chez des moines bouddhistes, par exemple, qui prient avec une... Voilà, parce que parfois, attention à la religion, mais vous verrez que vous aurez des très belles vibrations. Dans les églises et les cathédrales, on a aussi des très belles vibrations parce qu'il y a des constructions bien spécifiques qui étaient liées à ça à l'époque. Par exemple, mesurer les camps de concentration en Pologne, vous allez voir que les murs sont tellement chargés négativement que là, vous allez avoir des vibrations très, 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 très basses. Voilà. Donc, le taux vibratoire représente bien les énergies. Et juste pour un petit complément d'information, il faut savoir que nous, on peut avoir des taux vibratoires à des moments un peu bas. Le tout, c'est pas y rester. Si vous avez par exemple un petit coup de colère par la déception de quelqu'un ou à bon escient, et bien vous allez voir que votre taux vibratoire il va baisser. Juste pour résumer ça, on a un taux vibratoire sur le plan physique et un taux vibratoire global. Un taux vibratoire sur le plan physique va être très connecté à la santé physiologique de votre corps et mesure entre 0 et 10 000. Vous pouvez être en très bonne santé, avoir un taux vibratoire à 8000. Si vous êtes en colère ou si vous êtes quelqu'un, je ne parle pas de vous, mais si la personne est très sombre, par exemple, méchante, sombre, eh bien son taux vibratoire global ne dépassera pas et restera sur le même taux vibratoire que son plan physique. Voilà. Par exemple, je vous donne l'exemple d'un vieux moine bouddhiste qui médite 10 heures par jour ou 15 heures par jour, alors c'est des parodies, mais qui est très affaibli, qui a 85 ans par exemple, et qui est vraiment en fin de vie. Et bien sur le taux vibratoire sur son plan physique, il va être de 3-4 000, l'équivalent d'une vitalité de 30-40. Par contre, au niveau de sa vibration globale, vous allez retrouver une vibration de dingue, peut-être allant 60, 80, 100 000 unités Bobis. Voilà. On peut voir le taux vibratoire d'un animal ou une plante. Alors tout à fait. En radiesthésie, il est tout à fait possible de mesurer le taux vibratoire d'un animal. Et vous allez voir qu'il y a des animaux qui vibrent beaucoup plus haut que d'autres. Notamment les oiseaux ont une tendance à vibrer très haut. De par déjà leur physiologie. Les chats ont une vibration plus haute. Et après, vous avez des animaux qui ont une vibration plus basse, de par un mécanisme ralenti qui leur entraîne une vibration sur le plan physique plus basse, notamment les bovins. Vous prenez une vache qui est en parfaite santé, elle va vibrer à 4000. C'est sa norme à elle. Et vous prenez par exemple un oiseau, un aigle, il va vibrer sur 30-40 000. Voilà, tout simplement parce que c'est aussi sa norme pour lui. Ok. Donc, les taux vibratoires, c'est sans limite. Mais attention, parce que au fur et à mesure des années, il y a énormément de choses qui ont évolué. Et parfois, il y en a qui s'envolent dans les mesures de taux vibratoire et ça devient parfois un petit peu incohérent. Voilà. Donc, juste pour terminer avec le taux vibratoire, c'est M. Bovis qui l'a mis en place. Alors, M. Bovis, j'avais fait un petit récap, il est né en 1871 et puis il nous a quittés en 1947. Et on parle d'unité Bovis parce que c'est lui qui a créé la première échelle. Il s'est intéressé à la radiesthésie tout simplement parce qu'il adorait la nature, l'apiculture notamment, et l'élevage de volailles. Et il cherchait des techniques pour savoir au niveau des œufs si l'embryon, au départ, pouvait être un mâle ou une femelle, selon pour ses élevages, parce qu'il faisait des poules pondeuses. Et donc il cherchait des techniques, c'est là où il a découvert la radiesthésie. Et ensuite, il s'y intéressait fortement, il a fait énormément de travaux sur la radiesthésie. Et là, il s'est rendu compte que ça aurait été intéressant d'avoir une échelle de mesure. Alors, bien sûr, quand on part de rien, c'est beaucoup plus compliqué.
Et tout à l'heure, je vous donnais l'exemple de la pomme, c'est rigolo parce que M. Bovis, il a établi sa première échelle, ce qu'on appelle le biomètre de Bovis, qui mesure entre 0 et 10 000, grâce à une pomme. Il était niçois, ce monsieur. Donc il est parti dans la nature, il a trouvé un pommier, et la pomme était sur l'arbre en parfait état, naturel. De toute façon, on était en tout début du XXe siècle. Et donc à partir de là, il prend la pomme sur l'arbre et il mesure la pomme. Il trace un trait. Après, il prend la pomme de l'arbre et il l'enlève et il attend 3 minutes. Il remet une mesure sur un cadran qui n'avait pas de gradation. Et il se rend compte que son pendule avait un décalage déjà sur la gauche de quelques millimètres. Puis après, il a attendu 1 heure. Il a vu que son pendule avait un décalage de quelques centimètres. Et puis il a attendu 15 jours. Et puis ensuite, il a vu que la vibration de la pomme baissait. Et il a attendu jusqu'à la putréfaction de la pomme, où là, il était à 0. La pomme avait pourri, elle ne vibrait plus. Et donc à partir de là, la pomme sur l'arbre en parfait état, il avait établi 10 000. Et la pomme en putréfaction, il avait établi 0. Et grâce à cette pomme, il a pu nommer sa propre unité. Et aujourd'hui, en 2025, M. Bovis, en radiesthésie, est aussi connu que les grands scientifiques de l'époque, parce que son unité de mesure est toujours celle qui fait foi. On parle d'unité Bovis sur le taux vibratoire. Ok ? Alors, il y a Arnaud qui me dit que je connais bien, qui me dit j'ai un taux très haut à tel point que j'ai dû changer de planche, faut-il s'inquiéter ? Alors non, peut-être que ça serait une bonne idée d'être participé au conclave du Vatican dans une dizaine de jours, peut-être. Non, je dis ça en plaisantant, bien sûr que non. Bien sûr que non, si les émotions sont positives, si la personne est positive à un instant, elle peut monter haut dans les vibrations, et si tu y restes, eh ben, tant mieux, ça sera que mieux pour toi, pour ton corps, et surtout l'énergie de ton entourage. Alors, qu'est-ce qu'on mesure aussi en radiesthésie ? Donc, on a vu les objets disparus. Alors, ça peut être un bon truc pour chercher des objets qui disparaissent. Alors, pour chercher des objets qui disparaissent, que vous avez perdu, je vais vous donner une petite astuce. Dans votre maison, si vous avez perdu un objet et vous êtes sûr qu'elle est dans la maison, faites de la sorte. Vous allez dans chaque pièce correspondante et vous dites, est-ce que, on va dire que c'est une bague, est-ce que cet objet est dans mon salon ? Vous allez dans le salon et là, c'est question fermée, oui ou non. Si c'est non, vous allez dans une autre pièce. Jusqu'à ce que la pièce vous dise oui, enfin, que le pendule, vous ayez un oui qui correspond que la bague est dans cette pièce-là. Donc, salon non, chambre 1 non, chambre 2 non, chambre 3, ah oui, tiens, ça vous dit oui. Et puis ensuite, vous allez faire un travail par orientation. Donc, vous vous mettez dans l'angle de la pièce, donc un angle à 90 degrés, un coin de pièce. Et là, vous pensez fort à l'objet et vous demandez au pendule de vous indiquer la direction de l'objet. Et vous allez voir que le pendule va s'orienter dans une direction. Et pour ce, vous l'orientez, vous lui donnez déjà cette petite variation à 45 degrés. Donc vous coupez la pièce en deux. Et vous allez voir que le pendule va orienter. Ça veut dire qu'on part du principe que l'objet est entre le coin du mur où vous êtes jusqu'au mur en face, dans l'axe que le pendule a stabilisé. Et là, vous avancez, vous reposez une question en disant que dès que vous rentrez dans le champ vibratoire du pendule, vous voulez que le pendule se mette à tourner. Et vous avancez avec ce pendule en oscillation. Et vous allez voir qu'à un moment donné, dans la pièce, alors s'il faut passer sur un meuble, vous passez par-dessus le meuble, parce qu'il ne faut pas contourner, parce que ça se trouve, c'est dans ce meuble. Et bien, à ce moment-là, vous avez le pendule qui va se mettre à tourner. Ça veut dire que vous êtes dans le rayonnement vibratoire de l'objet. Et là, vous savez que l'objet est dans un rayon à peu près d'1 mètre. Au moment où votre pendule s'est mis à tourner, vous prenez 1 mètre autour. Donc si c'est un meuble, vous cherchez peut-être sur le fond, par terre, dans le meuble, n'importe où, s'il y a des habits, vous cherchez dans les habits, etc., etc. Ça peut être une bonne chose pour retrouver un objet. Maintenant, si vous avez perdu un objet sur la plage, je ne sais pas moi, la Ciotat, là, pour le retrouver, ça relève du miracle, là, on est bien d'accord. Mais dans une maison, c'est classique. Il est important aussi de savoir que pour trouver un objet, il faut que l'objet ait une vibration. C'est-à-dire que si c'est un objet qui n'a pas de vibration, par exemple, moi, je vous cache un briquet de base que vous achetez dans le bureau de tabac, c'est quasiment impossible de le trouver. Maintenant, si c'est un briquet que vous avez porté sur vous pendant de nombreux mois, par exemple d'une marque, qu'importe, il est imprégné de votre énergie, là oui,
il y a une imprégnation énergétique, et c'est cette imprégnation énergétique qu'on va pouvoir capter avec l'objet. Si je vous prends une pièce d'1 € que j'ai pris au hasard, que je la planque, vous ne la trouverez jamais. Maintenant, si c'est une bague que vous avez portée pendant quelques mois, voire mieux quelques années, à ce moment-là, bien naturellement, l'objet est identifiable. On peut également rechercher des personnes disparues, des animaux, surtout les animaux. Donc là, c'est un travail sur plan. Alors là, vous l'expliquer, c'est compliqué, mais c'est tout à fait possible avec un travail sur plan où on va faire des croisements sur carte. Et on va établir les cartes approximatives sur Google Maps qu'on va imprimer, on va croiser et on va amplifier, recroiser jusqu'à avoir une échelle très petite qui vous permettra d'avoir un endroit précis à 100 mètres près dans la réalité, alors que vous avez pu partir sur un département entier, par exemple. Voilà, donc possible en radiesthésie de rechercher des personnes. Si malheureusement l'animal est décédé, voilà, on va parler de personnes, hein, mais si l'animal est décédé, la vibration est très basse. Là, vous ne capterez plus la vibration. C'est exactement pareil. Chercher en radiesthésie une personne qui malheureusement nous a quittés, qui est décédée, c'est très compliqué. Là, maintenant, ça relève de la médiumnité pour essayer de savoir dans les enquêtes comment ça se passe. Mais il faut savoir que la gendarmerie et la police nationale, surtout la gendarmerie, font appel à des radiesthésistes pour pouvoir rechercher parfois des personnes disparues. Par contre, il faut que la personne soit vivante. Si la personne n'est plus de ce monde, maintenant on va passer sur de la médiumnité pour connecter à l'âme et voir s'il y a de l'information possible récupérable. Mais ça, il se garde bien d'en parler, bien naturellement. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été trouvées grâce à la radiesthésie. Et puis vous avez la radiesthésie entre guillemets médicale. Ça, c'est intéressant aussi, parce que la radiesthésie médicale, c'est les énergies du corps. Et lorsqu'on fait un bilan énergétique, on va mesurer le taux de vitalité, on va mesurer le taux vibratoire, on va mesurer les corps énergétiques, on va mesurer les chakras pour savoir s'ils sont en sous-fonctionnement ou tout simplement sur un flux tout à fait correct. Il faut savoir que le flux d'énergie d'un chakra, il y a des machines qui le mesurent. C'est les mesurer comme la caméra que je vous ai parlé tout à l'heure, avec laquelle je travaille, qui est une caméra BioWell, va mesurer le flux en 10 puissance moins 2 joules. C'est-à-dire qu'on va mettre une mesure physique sur des flux énergétiques. Donc, il existe réellement, enfin, les chakras existent réellement et surtout ont un flux d'énergie. Donc, on peut les mesurer au pendule pour savoir si c'est suffisant, pas assez ou trop. Parce qu'un chakra peut être en surfonctionnement, ce qui n'est pas très bon. Un chakra qui est en surfonctionnement peut compenser un chakra qui est en sous-fonctionnement. Hein, c'est comme des soupapes de voiture, ça se règle. Il est possible également de détecter s'il y a des énergies négatives sur la personne en radiesthésie. Il est possible aussi de détecter s'il y a des entités sur la personne, une, plusieurs, alors pas beaucoup généralement, mais souvent une. On détecte bien en radiesthésie, ça baisse immédiatement la vibration de la personne, mais ça on le capte. Il est aussi possible, et ça c'est une grosse partie, de scanner le corps. Quand vous scannez un corps en radiesthésie, vous allez, selon certaines techniques, osciller votre pendule en sens perpendiculaire, par exemple si vous scannez la colonne vertébrale, en sens perpendiculaire, donc si la colonne est comme ça, vous mettez votre pendule et il va scanner comme ça. Et je vous rappelle que dès qu'il y a un rayonnement inflammatoire, automatiquement votre pendule, ça va enclencher une rotation dans le sens de votre oui. C'est pour ça qu'en termes d'énergie, il est assez facile de trouver des blocages énergétiques ou des rayonnements inflammatoires, qui soient symptomatiques ou pas d'ailleurs, hein, parce que parfois c'est pas symptomatique mais ça démarre, en radiesthésie de manière assez précise. Alors ça ne remplace pas un examen médical, ça c'est une certitude. Mais néanmoins, il est possible de le faire. Et dans le cadre d'un soin, après, ça permet de rectifier parfois des petites anomalies qu'on aurait détectées qui ne sont pas symptomatiques, grâce à un passage de passe rapide et d'imposition, pour éviter peut-être, on va dire, une amplification de ce blocage et une problématique plus physiologique par la suite. C'est comme la médecine chinoise, hein. C'est-à-dire qu'on traite beaucoup en prévention. Et bien lorsqu'on fait un bilan, on arrive à scanner les organes du corps, scanner la colonne, scanner, on va dire, je le fais en 4 parties. Moi, je scanne la tête, le tronc, puis je scanne la tête, pardon, le tronc à gauche, à droite pour prendre tous les organes. Je scanne après l'appareil urogénital et puis je scanne la colonne vertébrale. Les membres, souvent, sont très symptomatiques. Et donc, tout ça nous permet d'avoir des renseignements assez précis en radiesthésie qui nous permet d'intervenir derrière nous pour pouvoir vraiment traiter la problématique inflammatoire. Voilà. Donc, je vous rappelle bien qu'une inflammation,
au niveau énergétique. Alors au niveau physio, vous savez, hein, ça gonfle, c'est rouge, c'est une réaction de défense du corps, soit pour détruire un élément extérieur au corps. Mais en énergétique, une inflammation, c'est un rayonnement bioélectromagnétique qui sort et qui va pousser le corps éthérique et qui va faire un pic au niveau du corps éthérique et qui va amplifier et créer un blocage. Et ça, on travaille en passe rapide, passe lente et en imposition. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Après, pour les joueurs, j'avais parlé du PMU. Alors, attention, hein, bien sûr, quand je parle de jeu. Un cheval, il existe, tout à fait. Donc, vous pouvez choisir sur une course, parmi les 5-6 favoris, vous en avez toujours un qui arrive. Hein. Vous prenez les 5 premiers favoris. Vous prenez celui qui a le meilleur taux de vitalité 10 minutes avant la course, si vous jouez sur Internet. Il ne faut pas le faire trop longtemps avant, mais allez jusqu'à 1 heure avant la course. Et moi, je conseille de le faire sur le trot, parce que le trot, c'est plus stable que le galop, au niveau des pronostics, je parle. Et puis de chercher le cheval qui est le moins stressé. Parce que le stress, parfois, font qu'ils se disqualifient, ils se mettent au galop. Donc, vous prenez les 5 premiers favoris, vous cherchez un ratio entre celui qui a le taux de vitalité plus important et le taux de stress le plus bas. Et puis, vous faites un petit ticket gagnant dessus ou placé. Vous verrez que ça influence réellement les bonnes réponses. Et alors, bien sûr, c'est juste pour jouer, hein, je n'allais pas jouer 1000 euros. Hein. Mais c'est plus facile. Par exemple, vous prenez l'auto sportif, c'est plus compliqué parce que c'est toutes les énergies d'une équipe. C'est plus difficile à capter que l'énergie d'un cheval. Par contre, dans l'idéal, il faut avoir le nom du cheval et la photo, hein, si c'est possible. Ou sur le nom du cheval avec le nom de l'entraîneur. Voilà, en s'appuyant sur un support. Donc oui, c'est possible. Par contre, tous les autres types de jeux, non. Donc, vous voyez qu'en termes de radiesthésie, il est vraiment possible de, on va dire, prendre une multitude de mesures. En fait, il n'y a pas de limite. Il n'y a vraiment pas de limite. Ça peut être quelque chose que vous pouvez utiliser dans votre quotidien pour mesurer un aliment, pour mesurer une bouteille d'eau, pour mesurer n'importe quoi. Alors, sortir son pendule à Auchan ou chez Leclerc, ça marque mal, on est d'accord. Hein. Mais il est possible de faire des mesures pour vous, chez vous, sur des personnes pour savoir si elles sont plutôt positives ou négatives vis-à-vis de vous, sur des projets, l'énergie d'un projet, est-ce qu'il va être porteur, pas porteur, bien reçu, moins bien reçu. Et puis vous avez aussi toute la radiesthésie de la géobiologie, c'est-à-dire la mesure d'énergie dans les lieux, que ce soit un lieu d'habitation ou un lieu de culte par exemple, hein, ou ce qu'on appelle la géobiologie sacrée. Et puis, un point important, la recherche d'eau. Alors pour la recherche d'eau, soit on utilise des baguettes, soit on utilise un pendule, mais ça nécessite un vrai entraînement et des vraies techniques parce qu'en fin de compte, quand on recherche de l'eau sur un terrain, on ne va pas chercher la source, on va chercher le point où il y a le plus de débit. Donc soit on va chercher, s'il y a plusieurs veines, la veine la plus importante, soit on va chercher le croisement de veines, là où le débit de l'eau est plus important parce que vous avez un croisement, donc vous avez 2 veines qui se croisent. Après, il faut bien creuser au bon endroit, chercher également la profondeur et chercher le débit et être sûr que, par exemple, en plein mois de juillet ou plein mois d'août, il y ait encore de l'eau. Donc ça, c'est un vrai métier, mais en radiesthésie, c'est quelque chose qui se mesure très bien parce que l'eau qui circule rayonne et le frottement de l'eau sur les parois rocheuses du sol émet un rayonnement électromagnétique très fort en surface et là, quand on passe avec le pendule, ça réagit très très bien. Et ça, c'est quelque chose à tester. Si vous êtes en campagne par exemple, et puis vous voyez un puits, et ben prenez votre pendule, donnez un mouvement au pendule et faites le tour du puits. Et vous verrez qu'à 2 endroits, et ben le pendule va se mettre à tourner dans le sens de votre oui, parce que le puits c'est une veine d'eau, il est là, et à la veine. Et quand vous allez passer là, ça va réagir. Et quand vous allez passer là, ça va réagir. Faites-le, vous verrez. Quand vous prenez des baguettes 1Y, vous allez voir aussi que la baguette, il faut la mettre sous tension, tout simplement, à la limite de l'équilibre. C'est-à-dire que si vous tirez trop, elle va monter ou descendre. Vous la mettez en tension, et le petit mouvement neuromusculaire que vous allez avoir dans votre poignet, comme ça, mais sans que, ça va faire monter ou descendre la baguette parce qu'elle est sous tension. Si vous prenez la baguette molle, ça ne fera rien. Quand vous savez des baguettes en L, c'est parce que vous mettez un petit mouvement comme ça, neuromusculaire inconscient, qui fait basculer la baguette. C'est exactement le même principe de la radiesthésie par le pendule. Voilà, ce sont des mouvements neuromusculaires qui activent un mouvement
sur un amplificateur, donc un pendule, une baguette, un Y ou un L. Voilà. Emmanuel, pour un fruit, faut-il le prendre dans l'autre main? Faut-il prendre l'aliment dans l'autre main? Alors, oui, oui, oui. Si vous souhaitez vraiment vous imprégner pour prendre la mesure, soit vous posez votre main au-dessus, donc la main gauche, moi je suis droitier, hein, au-dessus du fruit, vous lancez le pendule, et si vous voulez, vous pouvez carrément le prendre dans la main, donc là vous aurez la pleine vibration, hein, et puis vous dites, alors vous avez deux solutions, soit est-ce que ce fruit est bon pour moi? Oui ou non, question fermée. Soit vous prenez la grille du taux vibratoire et vous mesurez la vibration du fruit. Voilà. Et vous voyez si elle est supérieure à 10 000, c'est qu'elle est plutôt bonne. Hein, voilà. Mais oui ou non, tout simplement. Alors, je regarde s'il y avait quelques questions, puisqu'on va arriver au bout, là, ça fait quoi, 1h15 Le biotenseur aussi, oui, ça c'est bien. C'est bien. C'est pareil, c'est un petit mouvement de votre poignet qui va faire activer la boule de mesure. Donc c'est super aussi parce que vous avez un petit manche avec un petit ressort et vous avez une petite boule. Et dès que vous bougez à peine la main, ça amplifie le mouvement de la boule. Donc c'est aussi un appareil de mesure en radiesthésie. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, Bijou me dit, bonjour Stéphane, j'ai lu votre livre que j'ai beaucoup aimé. Je souhaiterais savoir s'il est possible de traiter les personnes dépendantes, drogue, alcool, affectives. Alors, moi, je fais uniquement le tabac. Parce que drogue, il faut un traitement médical. L'alcool, il faut un traitement médical aussi. Alors, en complément d'un traitement médical, oui, mais seul, non. Non, non. Que le tabac seul et le sucre, c'est très compliqué, les addictions au sucre. Hein. Donc oui, si quelqu'un se fait soigner par un médecin spécialisé en addiction, nous l'aider en magnétisme en complément, oui. Mais traiter quelqu'un pour de la drogue ou de l'alcool seul en magnétisme, non. Hein. Que le tabac. Et encore, il faut que la personne soit motivée. Voilà, je regarde s'il y avait quelques questions, mais je crois qu'on a fait le tour. Peut-on faire quelque chose de particulier avant de penduler? Alors, oui, Sandrine, qui me dit, faut-il faire quelque chose en particulier avant de penduler, être ancré, calme? Alors, plus vous serez calme, mieux ça fonctionnera. Donc pour les personnes, pour se calmer, soit vous faites un petit coup de cohérence cardiaque, vous savez, vous respirez, vous expirez, ça va baisser votre taux de stress, baisser le taux de cortisol. Si vous savez méditer, faites une petite méditation. Enfin, si vous avez une mesure à prendre, à chaque fois méditer, vous ne perdez pas le temps, mais ça peut être une bonne chose aussi. Mais surtout, voilà, être calme et ne pas attendre une réponse. Accepter la réponse qui vient, voilà, parce que sinon, ça va rentrer dans l'autosuggestion. Mais le fait d'être calme, oui. Si vous êtes un peu énervé, non, hein, vous oubliez vraiment le pendule un peu énervé, quoi. C'est pas bon. Peut-on faire pareil pour une maison? Ça, j'avais dit oui. Je regarde un mauvaise connexion. Ah non, ça n'a rien à voir. Faut-il toujours l'accord de la personne? Ça, j'ai répondu. Bon, si vous n'avez pas... Alors, ce serait bien de former un groupe pour ceux qui ont suivi les formations. Alors oui, ce serait une bonne idée. Faudrait que je fasse un groupe Facebook. Après, alors pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce qu'on m'a demandé si... à une dernière question, Chantal, je réponds après. Si je fais un groupe Facebook, il faut que je contrôle. Il y avait un groupe qui se faisait avant, c'était Edwidge, une élève à moi qui l'avait fait, qui a 30 000 personnes, c'est magnétisme et radiesthésie. Et c'était marqué, enseigné par Stéphane Langlade. Et du coup, moi, j'avais demandé à Edwidge si elle pouvait enlever mon nom, tout simplement parce qu'il y avait énormément de bêtises qui circulaient. Il y avait des choses, des gens qui racontaient n'importe quoi, et donc on ne peut pas, parce que c'est un groupe de 30 000 personnes, ils imaginaient l'interaction. Hein, c'est un truc de fou. Hein. Donc, du coup, comme il y avait énormément de bêtises qui circulaient, j'avais demandé à Edwidge qu'elle enlève mon nom, tout simplement. Elle l'a fait très gentiment et très vite. Et elle garde toujours ce groupe où il y a 30 000 personnes. Mais si moi je fais un groupe demain, il faut que je contrôle tout. Et malheureusement, je n'ai pas le temps. Parce que s'il y a des choses qui ne sont pas... Voilà, c'est un groupe qui m'appartient, il faut que je ne veux pas de conneries qui circulent, parce que sinon je ne vais pas être bien. Et s'il y a des choses qui sont fausses, voilà, ça m'oblige de mettre un petit commentaire ou de rapporter une réponse positive, et ce n'est pas forcément simple. Peut-on poser une question type pendule, dois-je déménager ou non? Alors oui, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Est-ce que vous avez l'énergie à un moment donné pour déménager? Voilà. Par contre, il ne faut pas que ce soit de la voyance. Soit vous avez l'énergie, ou soit les énergies de la maison ne sont pas bonnes. Dans votre vie actuelle, est-ce que les énergies de ma maison sont bonnes, ou est-ce que les énergies qui constituent ma vie aujourd'hui sont positives? Voilà, donc ça peut être une question, mais il faut bien la formuler. Voilà, est-ce que la fibromyalgie peut être traitée par les soins? Alors on arrive à calmer,
mais c'est avant tout la psychologie de la personne qui arrivera à passer sur la fibro. Ce sont des douleurs neuropathiques, souvent liées à un burn-out ou une forme de pression à un moment donné qui déclenche les douleurs. Il y a aussi une historique de l'enfance qui peut ressortir avec un trauma dans la vie adulte qui enclenche ça. On arrive à calmer un peu les douleurs, ouais. Mais la traiter, non, complètement, je dirais que non. Par contre, il y a des cas de fibro qui s'arrêtent du jour au lendemain dès que la personne a retrouvé, entre guillemets, un équilibre. Enfin, un équilibre, c'est bien à grandir, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont dedans, qui sont enlisées, qui n'arrivent pas à passer. Mais pour les rassurer, moi j'ai eu des cas où ça s'est arrêté parce que la personne a trouvé une vie correcte qui lui correspond et pouf, tout s'est évaporé rapidement. Alors, nettoyer son pendule. Ah oui, la question. Alors, nettoyer le pendule. Si c'est un pendule en bois, vous ne le nettoyez pas. Parce que, enfin, vous ne nettoyez pas avec de l'eau surtout, parce que vous allez abîmer le pendule. Maintenant, si c'est un pendule d'auto, il ne se cherche pas, il n'y a pas besoin de le nettoyer, ou sinon vous le tapotez 2 fois sur la table. La petite vibration physique à l'intérieur du pendule va faire que, hop, il va automatiquement se vider de toute énergie. Maintenant, les pendules en pierre, moi je conseille, parce que la pierre peut en prendre un peu les énergies, de le rincer à l'eau froide de temps à autre, tout simplement, ça suffit. Après, pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas un puriste de la lithothérapie ou autre, mais vous pouvez mettre votre pendule aussi dans une coquille Saint-Jacques. L'onde de forme de la coquille Saint-Jacques est très bien. Vous retrouvez le nombre d'or, une belle vibration et ça peut nettoyer. Sinon ensuite, pour ceux qui aiment, c'est en lithothérapie assez connu, c'est la pleine lune. Voilà. Pourquoi pas poser vos... Pas le soleil, attention, parce que le soleil peut abîmer des pierres. Notamment le cristal de roche au soleil, c'est pas bon. Ça peut le faire noircir, l'améthyste aussi. Mais la pleine lune peut être quelque chose de bien. Donc oui, si c'est un pendule en pierre, je vous conseille de temps à autre de le rincer à l'eau froide. Et puis si vous avez envie de l'exposer au rayonnement de la lune ou dans une coquille Saint-Jacques, oui. Par contre, l'enfumer de Palo Santo et autres, non. Pour moi, non. Après, votre bilan énergétique est le même que pour les animaux. Oui, tout à fait. Alors les animaux ont un autre chakra au niveau du plexus, par contre. Chakra brachial. Peut-on tester pour une formation à venir école ou un futur emploi? Alors, vous pouvez tester les énergies d'une école ou les énergies d'une entreprise. Oui, parce que dans une entreprise ou une école, il y a une vibration liée par le management et par la direction et par l'essence même de l'âme de l'entreprise. Donc ça, vous pouvez mesurer si c'est compatible à votre propre énergie à cet instant présent. Donc, vous prenez la grille de 0 à 100%. Et vous dites, est-ce que cette énergie, l'énergie de cette société est compatible à mes énergies? Ou moi-même, est-ce que je suis compatible aux énergies de cette société-là, à cet instant précis? Parce que tout peut évoluer, bien naturellement. Et vous voyez, si vous êtes à 50, c'est neutre. En dessous de 50, c'est moins bon. Si vous êtes à 80, 90, 100, ça veut dire que là, oui, vous avez un ressenti. C'est-à-dire que vous émettez une onde de pensée jusqu'à l'énergie de l'entreprise parce que tout ce qui se structure a une énergie. Ça résonne, ça revient vers vous, ça ressort sur 80. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait, le mieux. Pour un emploi. Des cercles d'harmonisation. Alors ça, je ne connais pas par contre, je regarderai Virginie. Pour un fruit, faut-il le prendre? Donc ça, je l'avais lu. Je regarde parce que là, on a le temps de voir les questions. J'ai lu votre livre, merci. Donc ça, drogue. Ah oui, ça m'a remis en haut, d'accord. Ok. Bon. Voilà, alors juste pour terminer, donc j'ai toujours moi formation, j'ai toujours mon code promo lancement 03 pour accéder à 390 €. Et comme je l'ai dit, j'offre toujours ces 3 pendules aux personnes. Donc voilà, un pendule spirale cuivre, un pendule en pierre, et ça c'est selon arrivage. Et puis celui qui plaît bien, c'est le pendule chakra. Alors lui il est bien pour prendre des chakras, parce qu'il est lourd, il a un bon balancier. Donc ces 3 pendules sont toujours offerts pour l'accès à la formation. J'ai envoyé une première fournée, là j'en ai 4 ou 5 en retard parce que j'ai été dévalisé, donc là je les reçois, j'en ai reçu. Et à partir de là, donc ces 3 pendules sont envoyées par la poste directement à votre domicile. Autre point aussi important pour les personnes, parce qu'il y en a qui le savent ou qui ne le savent pas, quelqu'un qui a déjà fait une formation présentielle avec moi, donc qui a déjà fait une formation présentielle, donc qui a déjà payé une formation présentielle, il y a une remise pour la formation en ligne. Voilà. Et pour ceux qui ont fait 2 formations présentielles, il y a une remise encore plus importante, parce qu'ils ont fait 2 formations présentielles, ça leur fait un support, sachant que l'accès
est illimité. Voilà. Et donc, dans la formation au magnétisme, on accède à la fois, bien sûr, au magnétisme, toutes les pathologies, mais il y a la partie radiesthésie, notamment bilan énergétique au pendule, où on dispatche bien de A à Z toutes les étapes d'un bilan énergétique qui nous permet vraiment de pouvoir avoir une image énergétique de la personne et de pouvoir apporter des mesures de correction. Virginie qui m'a répondu, les siècles d'harmonisation est une étude d'Adela Templey-Sargerie. Ah ouais, donc ça, je ne connaissais pas, Virginie. Allez, une dernière question, puis après, je vais vous laisser. Florian qui me demande, merci Florian, à toi de nous remercier, comment se faire des auto-soins. Alors, pour les auto-soins, quand radiesthésie, non, il n'y a pas tout qui fonctionne. Je veux dire, traiter votre émotionnel en magnétisme soi-même, c'est plutôt compliqué parce que vous êtes à la fois émetteur et récepteur. Maintenant, les auto-soins, on peut se traiter des douleurs inflammatoires soi-même par un système de passe rapide, passe lente et d'imposition. Dès l'instant, c'est accessible. Si vous voulez bien travailler en passe sur votre dos, c'est compliqué parce que vous n'avez pas forcément la souplesse. Par exemple, un poignet ou une cheville, oui. Vous pouvez vous couper le feu avec une efficacité proche et identique à celle que vous faites quand vous faites sur quelqu'un d'autre. Donc vous brûlez, vous coupez le feu, c'est immédiat. Vous pouvez bloquer les saignements, bloquer une hémorragie. Alors quand je parle d'une hémorragie, attention, hein, pas une hémorragie cérébrale, une hémorragie lourde, là c'est tout de suite les urgences. Mais si vous coupez, par exemple, ou si vous avez un saignement de nez, ça peut arriver, hein, ça et même des adultes, c'est pas grave en soi, mais c'est embêtant, vous pouvez couper l'hémorragie quasiment instantanément, aussi bien sur soi. Donc couper le feu, se bloquer, on va dire, tout ce qui est inflammatoire sur soi, dès l'instant que c'est accessible, oui. L'émotionnel, c'est plus dur d'être à la fois émetteur et à la fois récepteur. Merci Monique, un grand merci pour ton message. Est-il préférable de suivre la formation en ligne ou en présentiel? Alors, bon, par rapport à ça, c'est vraiment une question de préférence. La formation en ligne, il y a 83 vidéos qui reprend vraiment l'intégralité des 2 modules sur l'aspect magnétisme et radiesthésie médicale. Maintenant, la formation en présentiel, l'avantage c'est que vous pouvez poser vos questions, naturellement, parce que c'est en interaction directe, hein, vous êtes présent avec la personne qui fait la formation. Mais le truc, c'est qu'après, l'accès n'est pas à vie. Voilà. La formation en ligne, il y a un accès en permanence et vous pouvez regarder ensuite une pathologie. Vous avez un trou de mémoire, vous regardez la vidéo pour la pathologie à traiter en magnétisme. Donc, les deux peuvent être complémentaires. Il y a des personnes qui n'aiment pas du tout les formations en ligne parce qu'ils ont besoin de relations humaines, de questions. J'en connais plein, c'est tout à fait normal. Et puis il y en a qui aiment bien la tranquillité de la formation en ligne, à leur rythme. Donc c'est vraiment la même chose. C'est vraiment 2 choses distinctes. Mais ce que je veux simplement dire, moi, que c'est avant tout vous qui ressentez si vous avez besoin d'avoir quelqu'un en présentiel ou si la formation en ligne, voilà, c'est une question de préférence. Mais le contenu est exactement le même. Mes 2 modules présentiels et la formation en ligne sur la partie magnétisme est exactement la même. Alors merci Nadine pour ton message. Ben écoute, je crois que j'ai fait le tour pour ce soir. Ça fait 1h28. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous plaît, bon, j'ai eu de très bons retours sur le premier webinaire sur comment se lancer en magnétisme. Je vous en remercie énormément. Maintenant, pourquoi pas faire un webinaire toutes les 2 semaines, c'est un bon rythme pour moi. C'est simple parce que ça ne nécessite pas une grande préparation, parce que je parle de sujets que je connais bien. Ça peut être quelque chose qui, si ça vous intéresse, que je mette en place, voilà, 2 fois par mois, un webinaire sur des sujets toujours liés soit au magnétisme, soit bien sûr à la radiesthésie, sachant que je fais que ça, moi, magnétisme et radiesthésie. Je n'ai pas d'autres pratiques, je suis sur ces 2 pratiques et à fond, notamment aussi le magnétisme à distance, qui peut être aussi très intéressant à savoir comment ça fonctionne et quelles sont les possibilités à distance et certaines techniques, ça peut être l'office d'un autre webinaire. Voilà, ben écoutez, merci. J'ai plein de messages de remerciements, c'est adorable. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis je vous dis à bientôt alors pour un prochain. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à m'appeler, soit à m'envoyer un petit mail. Voilà, moi je reste disponible pour vos questions ou autres. Si je peux aider, c'est avec grand plaisir.
Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.